Géographie, Memento, commentaire de carte topographique, résumé des notions et sujets types pour BCPSTTB, CPGE littéraire, CAPES et agrégation. Ouvrage coordonné par Cédric Almang, coécrit par Pierre Denmat, Catherine Dubrana, Marion Mar, Julien Moreau et Tiffaine Robert. Chapitre 9, les Outre-mer. D'autres France ? Point d'interrogation. Introduction. Une question d'échelle. Analyser les Outre-mer français nécessite de changer d'échelle géographique. À l'échelle mondiale, grâce à ses territoires ultramarins, la France est l'un des rares pays au monde à avoir une présence effective sur toute la surface du globe. Les Outre-mer représentent un potentiel économique important, du fait de l'immense territoire maritime qu'ils recouvrent. La France détenant la deuxième zone économique exclusive ZEE au monde, 10,9 millions de kilomètres carrés en comprenant les dernières extensions de plateau continental en février 2021, notamment au large de l'Australie. Après celle des États-Unis, les Outre-mer constituent un atout géopolitique grâce aux bases militaires et environnementales avec 13 territoires situés dans les hotspots de la biodiversité mondiale et culturelle en tant qu'espace de francophonie et de métissage culturel. À l'échelle continentale, la France est un acteur politique et économique majeur. Cependant, la diversité des zones géographiques au sein desquelles elle s'inscrit ne manque pas de modifier la composition de sa population, de son organisation sociale et de son identité. Les Outre-mer entretiennent souvent des rapports conflictuels avec leurs voisins pour lesquels ils représentent un îlot de richesse, comme Mayotte face aux Comores, la Guyane face au Suriname ou au Brésil. Comme avec la métropole qui a des difficultés à prendre en compte leurs spécificités. Par cette présence continentale, il existe une France-Amérique, avec Saint-Pierre-et-Miquelon, les Antilles et la Guyane, avec comme voisins le Canada, les États-Unis ou le Brésil. Une France indienne aussi, entre l'Afrique et le sous-continent indien, et une France pacifique, avec l'ensemble des territoires de l'Océanie intertropicale en relation avec l'Australie. Ces France, entre guillemets, développent des modèles originaux d'organisation politique, économique et sociale. Vient ensuite une carte sur les Outre-mer français, vient ensuite une carte du monde avec les différents drômes et territoires. À l'échelle locale, la géographie des Outre-mer est tout à fait différente en fonction des latitudes et selon qu'il s'agit de zones continentales ou insulaires. Hormis la Terre Adélie avec 432 000 km² et la Guyane avec 85 000 km², la plupart des territoires sont des archipels, avec des relations d'une très grande diversité entre des îles importantes. La Grande Terre calédonienne avec 16 000 km², la Réunion avec 2500 km², ou la Martinique avec 1200 km², et des archipels composés de toutes petites îles et îlots, comme les Marquises en Polynésie, les îles Éparses dans l'océan Indien, ou les petites îles de l'archipel guadeloupéen, comme Marie-Galante ou les Saintes. À l'échelle insulaire, on pourra par exemple distinguer les côtes au vent ou du vent, qui reçoivent directement les vents dominants, les alizés sous les tropiques par exemple, et qui sont souvent marginalisées et pluvieuses, face aux côtes ou aux îles sous le vent, qui sont abritées et plus développées. Cela crée des dissymétries de développement entre les côtes, mais aussi entre les côtes et l'arrière-pays enclavé, en Guyane ou dans toutes les îles volcaniques comme la Réunion. Tout cela constitue autant de spécificités qui rendent les Outre-mer français uniques et qui posent la question des relations entre ces Outre-mer et leur métropole. Comment, en effet, au nom de l'égalité républicaine, intégrer des territoires qui sont tous extrêmement différents ? 1. Des marges fragiles. 1.1 Une triple marginalité. Les Outre-mer français, ne serait-ce que dans leur nomenclature, Outre-mer ou France lointaine, ultra-périphérie, poussière d'empire ou autrefois appelée colonie, n'appartiennent pas à la zone centrale. La notion de périphérie qui renvoie déjà à une hiérarchisation spatiale ne suffit d'ailleurs pas à les caractériser. Ce sont des périphéries marginalisées, car souvent à l'écart des dynamiques majeures du territoire français, et ce en raison de leur éloignement, de leur faible intégration régionale et de leur diversité socio-culturelle. La marginalité vis-à-vis de la métropole est d'abord le fait de l'éloignement géographique. La Nouvelle-Calédonie se trouve à 17 000 km de Paris, la Polynésie à 16 000, les Antilles à 6 800, Mayotte à 8 000, Saint-Pierre-et-Miquelon à 4 000. La voie aérienne, qui constitue le principal cordon ombilical pour franchir de telles distances, n'est cependant pas assez efficace pour relier ces territoires. En effet, elle est trop coûteuse pour les populations, notamment parce qu'elle a longtemps été le monopole de compagnies aériennes comme Air France et UTA.
et elle ne dessert que les villes ou les îles principales, alors que les outre-mer sont souvent des archipels éclatés, sur d'importantes superficies. Par exemple, après 22 heures de vol entre Paris et Papeete, à Tahiti, il faut encore 4 heures d'avion depuis Papeete pour rejoindre l'archipel des Marquises, et 14 jours si l'on effectue cette dernière partie du voyage en bateau. Pour le transport des biens, il faut de 38 jours à 3 mois pour relier Le Havre à Nouméa par cargo, en fonction des escales. À cette marginalité due à l'éloignement de la métropole s'ajoute une marginalité politique et économique par rapport à l'environnement régional. D'autre part, les relations peuvent être tendues avec les voisins, entre les Comores et Mayotte sur les questions de migration ou entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada sur la question des zones de pêche. D'autre part, les territoires ultramarins ne sont que rarement représentés dans les instances politiques régionales. Les Antilles françaises ne sont pas intégrées au CARICOM, C-A-R-I-C-O-M, la zone économique de libre-échange caribéenne. La Réunion n'appartient pas à la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ne sont pas membres de l'Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, mais sont devenus en 2016 membres à part entière du Forum des îles du Pacifique créé en 1971. Clipperton, par son adhésion à l'Inter-American Tropical Tuna Commission, IATTC, permet l'intégration de la France à l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Cette faible intégration générale accentue la marginalisation et la dépendance vis-à-vis de la métropole. Dans Les cocotiers de la France, tourisme en outre-mer, publié en 2009, Jean-Christophe Gay montre combien cette faible intégration aux espaces régionaux, notamment touristiques, provoque un véritable repli sur soi entre guillemets des territoires ultramarins. Enfin, il existe une marginalité sociale en raison des cultures originales de ces territoires. Pour ce qui concerne les zones peuplées, la plupart des espaces ultramarins sont caractérisés par des cultures spécifiques, notamment différentes des représentations traditionnelles de la France. On y trouve des formes de peuplement premiers, entre guillemets. Il faut éviter les termes indigènes ou primitifs, qui renvoient aux théories de l'inégalité des races, comme les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, des populations liées à l'installation contrainte avec des descendants d'esclaves ou des déportés au bagne, et des populations librement installées et des immigrés récents. Il y a, de la même façon, une différence importante entre les sociétés à dominante rurale organisées autour de la mise en valeur de la terre, comme aux Antilles, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, et les sociétés océaniques ou maritimes, comme les Maoris, que l'on trouve à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L'écart socio-culturel avec la société européenne et française est parfois majeur, qu'il s'agisse des pratiques alimentaires, vestimentaires, familiales ou spirituelles. Ainsi, moins de 10% des Saramacas de Guyane parlent français. 95% de la population mahoraise est de confession musulmane, sunnite, entre parenthèses, à Mayotte. Deuxième figure, Mayotte, un département en marge de la France sur les plans démographiques, économiques et culturels. Cartigène de Mamoudzou, Nsamboro, petite terre, 4410 mt. Sur cette carte, les villes ont bien des toponymies mahoraises. On voit juste devant Mamoudzou le site emblématique de l'identité islamique de l'île, le tombeau du sultan Adrien Souli. On précise que l'IGN n'indique pas les nombreuses mosquées en zone urbaine. De très nombreuses écoles montrent la démographie galopante de Mayotte, et des bidonvilles bordent l'agglomération. De fait, les relations avec les populations venues de métropole sont marquées de tensions, d'opposition et très souvent d'incompréhension. Le passif colonial peut être fort, comme en Nouvelle-Calédonie ou en Guadeloupe, ou faible, comme en Polynésie. C'est très souvent au regard de ce passif que les sociétés se sont faiblement, en Nouvelle-Calédonie, ou fortement métissées, à la Martinique. Tous les groupes communautaires ne sont pas intégrés de la même façon, comme à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, où, par exemple, le village indien entre guillemets est excentré. Les tensions sont parfois aussi importantes entre les descendants de colons français et les nouveaux arrivants métropolitains qu'entre les populations insulaires des différentes cultures. La figure 3 nous montre Saint-Laurent-du-Maroni, un espace métissé à la croissance démographique exponentielle. Cartigène de Saint-Laurent-du-Maroni, 4702 SB. On y voit l'immigration avec la ville jumelle d'Albina de l'autre côté du fleuve du Saint-Laurent, le quartier colonial au centre,
De multiples communautés organisées en villages, autour de l'agglomération, et un quartier marron, de descendants d'esclaves et créoles, au sud. Il est précisé que la population était de 45 576 habitants en 2018 et de 49 173 habitants en 2020. 1.2 Des environnements fragiles et à risque. La France d'outre-mer FOM s'étend des zones boréales, pour Saint-Pierre et Miquelon, à l'Antarctique, aussi appelée Terre Adélie, en passant par les zones tropicales à l'équateur, pour la Guyane. Il en résulte une grande diversité physique et bioclimatique et de très nombreux aléas qui débouchent la plupart du temps sur des risques majeurs que l'on peut regrouper en 3 grands types. Les aléas climatiques et hydroclimatiques, les aléas d'origine tellurique et enfin les aléas technologiques et sanitaires. L'aléa volcanique est présent aux Antilles, à La Réunion et en Polynésie, avec le volcan sous-marin de Tahiti à 40 km de Tahiti. Il dépend de la nature extrêmement variée de ces volcans. Par exemple, le piton de la Fournaise à La Réunion, visible sur une carte, est lié à un point chaud, au dynamisme éruptif essentiellement effusif et connaît des éruptions très fréquentes, comme en septembre 2022. Bien qu'il se situe la plupart du temps en zone non habitée, les touristes qui viennent les observer, ainsi que certains villages hors enclos entre guillemets, sont menacés en permanence. La montagne Pelée, en Martinique, et la Soufrière de Guadeloupe sont des volcans andésitiques situés sur une zone de subduction. Le dynamisme éruptif est par conséquent très explosif, avec toute une gamme d'aléas volcaniques primaires, projections de blocs, retombées de cendres, nuées ardentes, etc., ou induites avec des avalanches de débris, lahars, L-A-H-A-R-S, ou coulées de débris volcaniques, tsunamis, etc. Ainsi, des éruptions similaires à celles de la montagne Pelée en 1902, dont les nuées ardentes ont fait 31 000 victimes, pourraient se reproduire. Les volcans actifs des Antilles françaises menacent encore de nos jours directement près de 200 000 personnes. J'ajoute en note que lahar désigne un type de lave torrentielle constitué d'un mélange d'eau et de matériaux pyroclastiques. Pour pyroclastique, il faut entendre un mélange de gaz et de particules dans des fragments de lave solidifiés. Nous avons ensuite la figure 4 avec l'aléa volcanique à la Martinique et à la ville de Saint-Pierre, détruite par l'éruption de 1902, avec une carte postale vue de Saint-Pierre, sur france-du-6 pittoresque.com. Suivi de la carte IGN de Fort-de-France, avec la montagne Pelée, PNR de la Martinique, 4501 MT. On y voit les formes volcaniques plus anciennes, avec les dates des éruptions indiquées, cône de 1902 et cône de 1929, mais aussi les torrents ou rivières entre guillemets pouvant entraîner une érosion torrentielle sur les flancs de la montagne Pelée. Je précise au passage qu'elle a une altitude de 1397 mètres. Enfin, en raison de leur contexte géologique, certains DROM connaissent une sismicité assez élevée. Les séismes les plus violents frappent surtout les Antilles. En 2007, un séisme de magnitude 7,3 n'a fait qu'une victime car l'épicentre, proche de la Martinique, était situé à 170 km de profondeur, contre une dizaine de kilomètres seulement en Haïti en 2010. Des séismes de plus faible magnitude se produisent dans la plupart des autres territoires ultramarins, comme le 11 janvier 2024 à Saint-Pierre et Miquelon, de magnitude 4,5. Les aléas météorologiques concernent les cyclones et les aléas induits. Ces cyclones, dont les vents dépassent 117 km/h, sont répartis en 5 catégories. La dernière, regroupant les phénomènes les plus violents. Irma, catégorie 5, avec des vents à 297 km/h. Erika, de catégorie 4, a ravagé la Nouvelle-Calédonie en mars 2003. Les plus grosses catastrophes ont eu lieu à La Réunion et aux Antilles. 1270 morts à la Guadeloupe en 1928, 11 lors du cyclone Irma qui a frappé Saint-Martin en 2017. En raison des progrès de la prévention, les pertes sont désormais essentiellement matérielles. Les dégâts liés au passage d'Irma sont estimés à 1,2 milliard d'euros. Saint-Denis de La Réunion héberge un centre météorologique régional spécialisé dans l'Organisation météorologique mondiale, qui a vocation à détecter les cyclones. Toujours à La Réunion, les mouvements de terrain consécutifs aux fortes précipitations se produisent fréquemment sur la route du littoral et dans les cirques. Les zones côtières, notamment les atolls de Polynésie française ou de Mélanésie, sont extrêmement exposées aux élévations du niveau de la mer liées aux cyclones. Les inondations, d'origine cyclonique ou non,
touche l'ensemble des outre-mer français. En Guyane, plus de 1500 personnes ont été sinistrées lors des crues du fleuve Maroni en mars 2017, ce qui a conduit la DEAL, Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à mettre en place le service Vigilance Crue pour alerter la population des débordements du fleuve dans les 24 heures. Les conditions physiques et sociales des territoires ultramarins expliquent qu'ils soient aussi particulièrement sensibles aux aléas technologiques et sanitaires. Ce sont la dengue et le chikungunya qui représentent les risques sanitaires les plus élevés. Dans les deux cas, le virus est transmis à l'homme par des moustiques du genre Aedes, A-E-D-E-S. En 2010, les Antilles françaises ont été frappées par la plus importante épidémie de la décennie. 22 victimes parmi les 86 000 personnes infectées. À cela s'ajoutent les aléas technologiques, liés à la marginalité de ces territoires, comme les conséquences peu évaluées des essais nucléaires dans le Pacifique ou de l'exploitation intensive du nickel en Nouvelle-Calédonie. Plus qu'aucun site métropolitain, l'outre-mer cumule presque toutes les formes d'aléas dans des zones où l'éloignement et les différentes formes de marginalité sont des facteurs de vulnérabilité aggravants. 1.3 des territoires déséquilibrés. La conséquence de cette marginalité et de ces aléas est le manque de cohésion de ces territoires. Les déséquilibres spatiaux prennent de nombreuses formes, comme la macrocéphalie urbaine. En effet, l'importance de la relation à la métropole a généré une très forte polarisation autour de la ville principale. Il s'y concentre les fonctions de commandement, administration, enseignement, finance, commerce, et les infrastructures de transport assurant les relations avec l'extérieur. Ainsi, Nouméa regroupe 60% de la population de la Nouvelle-Calédonie. Cayenne et Papeete regroupent 50% de la population de leur territoire, quand Fort-de-France et Mamoudzou-Dzaoudzi en concentrent 40%. Ce clonage de l'organisation spatiale métropolitaine est le fruit de la logique centre-périphérie imposée aux Outre-mer. La Réunion est le seul territoire qui soit organisé autour d'une structure bicéphale avec Saint-Denis au nord et la conurbation Saint-Louis-le-Tampon-Saint-Pierre au sud. Ces déséquilibres spatiaux renvoient souvent à des dualités socio-économiques. Les sociétés post-coloniales sont marquées d'inégalités et de tensions avec, derrière la carte postale, des situations de crise. 4 semaines de manifestations et de blocages en Guyane en mars et avril 2017 contre la pauvreté et les inégalités. Autant à Mayotte en février et mars 2018. Le mouvement des Gilets jaunes a paralysé la Réunion pendant 3 semaines en novembre 2018, ce qui a conduit la préfecture à décréter un couvre-feu et prohiber l'alcool. Les très fortes inégalités dans la répartition des richesses, comme entre les 1% de la population bourgeoise martiniquaise, appelée les béquets, et le reste de la population, provoquent des mouvements sociaux récurrents, sur le mal-logement ou le chômage. 80% de la population de la Réunion est éligible aux logements sociaux. À Mayotte, 31% des logements sont constitués de tôles. En Polynésie, 6000 demandes de logements sociaux sont insatisfaites. Pour lutter contre le manque d'habitat, le plan Logement Outre-mer, PLOM, 2019-2022, prolongé jusqu'en 2023, vise à réhabiliter le parc de logements sociaux existants, ainsi que la construction de logements neufs. Fin 2020, 8100 rénovations et 215 millions d'euros avaient déjà été engagés. Saint-Martin connaît un taux de chômage de 35% chez les 15 à 24 ans. INSEE 2020 pour la source. Alors que la partie néerlandaise de l'île est une destination touristique prisée à l'échelle mondiale. De manière plus globale, les PIB des départements d'outre-mer sont tous inférieurs à 75% de la moyenne des PIB par habitant de l'Union européenne, ce qui est caractéristique des régions ultra-périphériques, RUP. Dans ces conditions, la dégradation du pouvoir d'achat est, pour les populations des Outre-mer, un sujet constant qui peut donner lieu à des mouvements sociaux violents. Du fait des coûts d'importation depuis l'Europe, les prix sont entre 30% à Mayotte à 42% à la Guadeloupe, supérieurs à ceux de la métropole pour les produits alimentaires. INSEE 2022 pour la source. Vient ensuite la figure 6, Cayenne et ses périphéries, déséquilibre et dualité d'un pôle ultramarin. Cartigène de Cayenne, 4713 SB. Le centre tourné vers la métropole, avec le quartier administratif et son plan damier, tire une bonne partie de l'urbanisation. Plus loin se trouve une mangrove et les collines résidentielles, Mont-Baduel et Mont-Joli, peu densément peuplées. Et autour, un grand nombre de cités entre guillemets, habitats pauvres parfois en bidonville, sont installés en zone basse et marécageuse. 2. Un développement sous le signe de la dépendance. 2.1 Le poids des héritages.
L'histoire est un facteur essentiel pour comprendre les spécificités du peuplement et de l'organisation spatiale des Outre-mer. Les héritages sont autant culturels que politiques et économiques. Les Outre-mer français sont d'abord les héritiers d'un peuplement issu de la contrainte, comme la traite négrière aux Antilles, esclavage aboli définitivement en 1848, ou la déportation de prisonniers. En 1871, déportation des communards et des chefs berbères révoltés vers la Nouvelle-Calédonie, avec le bagne de Nouméa, ouvert jusqu'en 1924, ou vers la Guyane, au bagne de Cayenne, ouvert jusqu'en 1946. Ils sont essentiellement le fruit de la colonisation et de la centralisation qui a généré ce que Jean-Christophe Gay appelle une mise en valeur extravertie. Avec une économie exclusivement tournée vers la métropole, les élites locales d'origine européenne, comme les Békés des Antilles ou les grandes familles caldoches de Nouvelle-Calédonie, ont établi leur influence en constituant de grandes propriétés foncières, avec une économie de plantation, puis en prenant le contrôle des sociétés commerciales d'import-export, des hypermarchés ou des concessions automobiles, comme le groupe martiniquais Hayot, H-A-Y-O-T. Appuyés par les pouvoirs politiques métropolitains, ces groupes n'ont jamais cherché l'indépendance économique pour leur territoire. 2.2. L'agriculture de plantation. L'agriculture de plantation est l'un des fondements économiques des Outre-mer tropicaux français. Elle correspond à un héritage colonial qu'il est difficile de remplacer. Certaines de ces agricultures ont presque disparu, comme le copra en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, mais d'autres sont la base de l'économie, comme la production de la banane et la filière canne à sucre, rhum, énergie aux Antilles. Vient ensuite la figure 7, Sainte-Rose, un espace marginalisé marqué par l'histoire, de la traite. Enclavement, économie de plantation et pauvreté. Carthagène du Nord, Basse-Terre, les Mamelles et Parc national de la Guadeloupe, 4602 GT. On peut y voir Sainte-Rose et ses environs, un lycée enclavé au milieu des champs de canne, le parcellaire urbain qui reprend le parcellaire rural, les zones d'habitat prioritaires entre guillemets, des quartiers pauvres avec un chômage important, supérieur à 31%, une distillerie de rhum, indiquée sur la carte, autour un paysage de champs de canne à sucre, grandes parcelles qui rappellent l'économie de plantation et de la traite, et une mangrove, zone insalubre, où l'on risque paludisme et dengue. En mars 2021, cette filière couvre 33,9% de la surface agricole utile, SAU, et génère 27 700 emplois directs et indirects, 4,9% de la population active, en Martinique, Guadeloupe et à La Réunion. Le sucre et le rhum constituent, ainsi, les premiers postes à l'exportation des DROM vers la métropole et l'Union européenne. La filière est toutefois confrontée à des défis majeurs. Depuis 2009, le prix de référence du sucre a baissé de 36% pour se conformer à la décision de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, consécutive aux plaintes des grands producteurs mondiaux de sucre, le Brésil notamment. La production s'est orientée donc de plus en plus vers le rhum. Le classement AOC Rhum de Martinique en 2015 permet à cette île terroir, selon Yves-Marcel Richer en 2021, de développer une forme de spiritourisme, valorisant les distilleries. Les différentes crises que traverse cette agriculture et le fait que les populations entretiennent un rapport ambivalent à cette production, qui rappelle de manière négative la traite négrière, mais qui constitue aussi un produit du terroir vecteur d'identité, expliquent les tentatives plus ou moins réussies de remplacer par d'autres productions. Ce fut le cas avec le développement de la banane aux Antilles. Les Antilles françaises exportent vers la métropole et l'Union européenne 95% des bananes dites de variété exportation, produites à la Martinique et à la Guadeloupe. Une exploitation sur 5 à la Martinique et une exploitation sur 10 à la Guadeloupe produisent de la banane, soit respectivement 25% et 10% de la superficie agricole cultivée de ces DROM. En Martinique, la production se caractérise par des structures moyennes, car la plupart des très petites exploitations, moins d'1 hectare, ont disparu depuis 2000. À la Guadeloupe, 56% des exploitations sont de très petite taille, ce qui explique la fragilité de la production, accentuée par une forte sensibilité des bananeraies aux aléas climatiques. L'utilisation abusive de pesticides, dont le chlordécone auparavant, dans la culture de la banane, outre les dommages environnementaux et sanitaires générés, a détérioré l'image du produit. L'Union des groupements de producteurs de bananes a lancé plusieurs plans bananes durables, avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD, afin d'améliorer la qualité du produit. Mais ces efforts peuvent être balayés par des aléas comme le cyclone Maria, qui a détruit 100% de la filière guadeloupéenne en septembre 2017 et qui peine encore à se relever. En 2020, le tonnage est en retrait de 32% par rapport à 2016. En parallèle de ces cultures de plantation, il existe d'autres agricultures.
des cultures vivrières, maraîchères et florales. Ses productions originales et diversifiées, d'igname, manioc, ananas, etc., issues de la grande variété de zones agroécologiques ultramarines, couvrent 70% des besoins de la consommation locale. Certaines nouvelles cultures de contre-saison ont été développées pour essayer de moderniser la filière agricole, comme le melon à la Guadeloupe. 2.3 Le paradoxe touristique. Cette sous-partie commence avec la figure 8, Saint-Gilles-les-Bains, les atouts naturels entre guillemets d'une côte mise en tourisme pour les populations aisées métropolitaines, quartier IGN de Saint-Paul, le port, parc national de la Réunion 4401 RT. Dans cette zone, Saint-Gilles-les-Bains fait face à un espace naturel protégé, avec une réserve naturelle, occupant l'espace marin. Juste devant la ville se trouve un spot de vent, avec du surf et une école de voile. Le toponyme même de la ville, Les Bains, participe à un marketing territorial. Le mitage de la côte est très fort. On trouve un tourisme de luxe avec casino, centre équestre, golf, pavillon aisé, avec un tissu lâche en front de mer, réservé aux métropolitains. Au sud de cette carte, on trouve une zone dangereuse, avec un conflit entre tourisme et nature, marqué par la présence de filets de sécurité en raison des requins. Les ressources touristiques, la qualité des paysages, l'image positive du paradis tropical qui attire de plus en plus les populations du monde entier, se heurtent à un paradoxe socio-culturel important. La plupart des populations ultramarines juxtaposent une tradition de l'accueil et une méfiance vis-à-vis de toute forme de néocolonialisme. Le développement touristique est donc toujours à double tranchant, nécessaire pour les uns et dangereux pour les autres. Ce développement suppose une dépendance à l'égard des transports, essentiellement assurée par la desserte aérienne et, plus accessoirement, par le passage de navires de croisière. À partir des années 1980, on a constaté la diversification des opérations dans le transport aérien. Jean-Pierre Doumange, dans Hérodote 2017, explique que dans les années 1990, l'acheminement aérien des touristes de la France métropolitaine vers les Outre-mer n'était plus le monopole d'Air France, ce qui a amené beaucoup de métropolitains à découvrir ces territoires, mais aussi beaucoup d'ultramarins à venir en villégiature en métropole. De véritables ponts aériens entre guillemets ont été organisés entre Paris ou les grandes métropoles régionales, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, vers les Antilles ou la Réunion. Les années 2000 ont vu l'émergence de pavillons ultramarins pour de longues distances. Air Calin, Air Tahiti Nui, reliant Nouméa à Tokyo ou Papeete à Los Angeles, permettant à des touristes internationaux de découvrir ces destinations. L'État a fortement subventionné les investissements touristiques, notamment par des politiques de défiscalisation comme la loi du 11 juillet 1986 dite loi Pont, complétée à plusieurs reprises depuis. Certains lieux ont concentré les investissements. Les Saintes au sud de la Guadeloupe, la côte ouest de la Réunion, l'île des Pins et l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, le nord de Moorea, le pourtour terrestre et récifal de Bora Bora, l'atoll de Rangiroa en Polynésie française. Toutefois, cette mise en tourisme génère de nombreux conflits d'usage entre les populations locales parfois exclues des zones touristiques, comme ce sera montré dans la figure 8 avec le Zoreilland, qui est le nom péjoratif donné par les Réunionnais à la côte touristique fréquentée et habitée par les expatriés et les fonctionnaires métropolitains, les environnementalistes qui veulent protéger les sites exceptionnels et les promoteurs immobiliers qui y voient des opérations juteuses, parfois dans des zones illégales, sur le domaine maritime de l'État, ou dangereuses. Le bilan est donc mitigé. Au regard des statistiques officielles, l'outre-mer français n'est pas confronté au problème de surfréquentation balnéaire, avec des touristes essentiellement métropolitains. À La Réunion, plus de 81% le sont, sur un total de 250 000 à 450 000 visiteurs selon l'année de référence. Cette dominante des touristes de métropole s'estompe particulièrement en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 50% des 100 000 touristes. Et en Polynésie française, 30% des 250 000 touristes. Les revenus qui découlent de la venue occasionnelle de non-résidents n'alimentent que faiblement le produit intérieur des collectivités ultramarines. De 6 à 9%, exceptionnellement de 15 à 18% en Polynésie, contre 25 à 28% pour les services administratifs. Enfin, la crise sanitaire de la Covid-19 a fragilisé la filière touristique, pourtant précieuse pour l'économie de ces espaces ultramarins. Les compagnies de croisière avaient en effet supprimé les Antilles françaises de leur programme 2022, MSC préférant embarquer depuis Saint-Martin ou La Barbade et Costa depuis la République dominicaine. Elles ont renouvelé depuis leur partenariat avec Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. En Guadeloupe, la fréquentation hôtelière renoue timidement avec les chiffres d'avant la Covid-19, plus de 1,1 million de nuitées annuelles.
2.4 L'exploitation des ressources. La Nouvelle-Calédonie recèle 25% des réserves mondiales de nickel connues et assure environ 12% de la production mondiale en 2023. En contrepartie, l'économie néo-calédonienne est extrêmement dépendante de cette activité qui est elle-même tributaire des fluctuations du marché mondial. La production du nickel en Nouvelle-Calédonie a connu plusieurs crises et booms importants, avec systématiquement des conséquences sociales ou politiques sur le territoire. Le minerai, présent dans les massifs de péridotite, occupe le tiers de la superficie totale du territoire. L'extraction est assurée par une société française, la société Le Nickel, filiale du groupe français Eramet, et des géants mondiaux comme Vale, qui est brésilien, ou Glencore, qui est anglo-suisse. La Nouvelle-Calédonie compte 3 usines métallurgiques, la plus ancienne, celle de Doniambo, localisée en plein Nouméa, qui appartient à la SLN, l'usine du nord de Kanyambo, co-gérée avec les populations kanaks qui constituent un élément central de l'équilibre politique entre Européens et Kanaks, et qui est entrée en production en 2013, et l'usine Prony Ressources au sud de la Grande Terre. Ces sites, tout en assurant le développement économique de l'archipel, sont l'objet de blocages ponctuels, comme en 2021, par les chefferies kanaks, et remettent durablement en cause son environnement, allant à l'encontre des logiques de protection mises en place, comme le classement du lagon néo-calédonien au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par leur superficie, leur diversité, leur statut, les Outre-mer français connaissent des formes de mise en valeur variées, essentiellement autour de l'exploitation des ressources maritimes ou minérales. C'est le cas avec l'exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie, de la recherche d'hydrocarbures au large de la Guyane, de Juan de Nova dans le canal du Mozambique, de Saint-Pierre et Miquelon, ou de l'exploitation aurifère en Guyane. D'autres ressources importantes peuvent être disponibles dans les Outre-mer, ressources minérales ou énergétiques comme la géothermie à La Réunion, et d'autres ressources présentes dans les fonds marins. Mais elles se heurtent à la question des coûts de production par rapport aux marchés mondiaux, et leur exploitation est de plus en plus en contradiction avec la notion de développement durable ou de préservation. C'est notamment le cas en Polynésie française, où la transition énergétique est contrainte par l'archipélagisme des besoins électriques. Les îles demeurent donc dépendantes de leurs centrales thermiques, alimentées par l'importation d'hydrocarbures. Teva Meyer, 2021 pour la source. La prise en compte des enjeux environnementaux explique la fin des essais nucléaires en Polynésie française, et ce en 1996, dans l'atoll de Mururoa. Est aussi arrêtée la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, en France métropolitaine comme en Outre-mer, avec la loi du 30 décembre 2017. 3. Un avenir en forme de statut. 3.1. Une créativité institutionnelle foisonnante pour intégrer ces territoires. Depuis que le processus de décolonisation s'est amorcé, l'État français a essayé de trouver de nouvelles formes d'intégration de ces territoires non métropolitains. L'équation est toujours difficile, car il s'agit à la fois d'affirmer l'identité française et l'intégration politique, tout en laissant une place plus ou moins grande à la différence et au désir d'autonomie croissant des populations. La réponse politique est donc la création de statuts juridiques très changeants depuis 1970, et une tendance très forte à la création de statuts sur mesure tout à fait originaux. Les statuts des Outre-mer. Source www.outremer.gouv.fr. Les collectivités de l'article 73 de la Constitution. Depuis la départementalisation de Mayotte, devenue effective le 31 mars 2011, la France compte 5 collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. 4 départements et régions d'outre-mer, les DROM, situés dans la mer des Caraïbes, Guadeloupe, Martinique et Guyane, et au sud de l'océan Indien pour la Réunion. Ces régions monodépartementales sont dotées d'un conseil régional et d'un conseil départemental. L'organisation administrative y est proche de celle de la métropole. Les textes législatifs et réglementaires y sont applicables, le cas échéant moyennant les mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière, selon l'article 73 de la Constitution. Depuis 2014, une assemblée unique se substitue au conseil départemental et au conseil régional en Martinique et en Guyane, loi du 27 juillet 2011. Puis vient le département de Mayotte, doté d'une assemblée unique qui exerce les compétences d'un département et d'une région d'outre-mer. Les collectivités d'outre-mer, les COM. Les collectivités d'outre-mer regroupent celles où s'applique le régime d'identité législative avec parfois des dérogations, les 2 anciennes communes de la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui ont été transformées en COM par la loi organique du 21 février 2007, ainsi que Saint-Pierre et Miquelon. Celle où s'applique le régime de spécialité législative, c'est-à-dire que les règles applicables aux collectivités territoriales de métropole doivent y être expressément étendues. La Polynésie française et les îles Wallis et Futuna,
L'Outre-mer comporte également deux autres collectivités, la Nouvelle-Calédonie, qui est une collectivité sui generis, ainsi que les terres australes et arctiques françaises, TAAF, régie par la loi du 6 août 1955. Statut européen. Les habitants des collectivités territoriales d'outre-mer sont citoyens européens. Cependant, seules la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin et Mayotte ont le statut de région ultra-périphérique, RUP, de l'Union européenne, et bénéficient des mesures spécifiques qui s'y attachent. Les pays et territoires d'outre-mer, PTOM, ne font pas partie de l'Union européenne. Ils sont toutefois associés en application de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Les PTOM français sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises et Saint-Barthélemy, à compter du 1er janvier 2012. Derrière la complexité ou l'évolution de ces statuts se cache une double réalité. Tout d'abord avec ses outre-mer et ses citoyens différenciés. La France, depuis le référendum de 1988 et sa confirmation en décembre 2021 sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, n'est plus constitutionnellement une république une et indivisible, mais plutôt une confédération déséquilibrée, avec plusieurs États locaux entre guillemets, disposant de droits particuliers et de territoires très différents. D'un côté, on trouve la métropole qui concentre la population, les richesses et 82% des terres émergées, 551 km². Si on ne prend pas en compte la terre Adélie, d'une superficie de 552 528 km². De l'autre, on trouve des petits États, 120 000 km² de terres émergées, de faible peuplement, 3% de la population, mais représentant 95% du territoire national, si on compte les terres émergées plus les ZEE, zones économiques exclusives. Cette construction explique les relations déséquilibrées voire tendues entre la métropole et les outre-mer. Ces derniers transforment autant le statut politique de la France que la métropole transforment leur structure économique et sociale. L'incompréhension ou le refus de cette synergie explique les tentations indépendantistes d'un côté, comme en Nouvelle-Calédonie, et les volontés de renforcement de souveraineté de l'autre, en faisant de Mayotte un département français en 2011. Cela explique aussi la diversité et la complexité de ces statuts, censés répondre durablement à une situation de fait très fluctuante. 3.2. Une superposition de dispositifs réglementaires pour protéger ces territoires. L'un des grands enjeux de ces territoires est la protection de leur identité, physique comme sociale. Ces espaces constituent un empire écologique. Name Gesbeer 2018 pour la source, de par la richesse de leur biodiversité et de leur sociodiversité. Encadré sur la biodiversité planétaire de la France, avec 0,4% des terres émergées de la planète, possède 1,4% de la flore mondiale, 3% des mollusques, 2% des poissons d'eau douce, 1% des reptiles, 10% des récifs coralliens au monde et 20% des atolls du monde, selon l'IFRECOR. 9 des 13 territoires d'outre-mer français sont situés dans des points chauds, les hotspots de la biodiversité mondiale. Avec ces espaces ultramarins, la France se classe en 10e position des pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées, 2268 d'après l'UICN en 2023. Ainsi, on trouve sur le plateau des Guyanes une des dernières forêts primaires au monde, non exploitée ou modifiée par l'homme. La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, possède la plus grande barrière de corail au monde, Europa, qui sont des îles éparses entre Madagascar et le Mozambique, est l'une des premières zones de ponte des tortues vertes au monde. 15 000 femelles y pondent chaque année. Les principaux éléments de protection nationale s'y appliquent comme la loi littorale, la loi montagne, la création de PNR, avec celui de la Martinique, de PN, dont le parc amazonien de Guyane, le PN de la Réunion et de la Guadeloupe. À cela s'ajoutent les dispositifs européens, avec le dispositif Natura 2000, ou internationaux, comme le classement à l'UNESCO ou le traité de l'Antarctique de 1959 pour la terre Adélie, souvent agrémentés de droits locaux, coutumiers ou de pays. L'empilement de ces textes législatifs est parfois contradictoire. Par exemple, au niveau international, les tortues marines sont protégées par la convention CITES et sont classées en annexe 1, menacées d'extinction. Elles sont aussi classées sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, et en Nouvelle-Calédonie, elles font partie des espèces protégées. Leur pêche est donc interdite, sauf dérogation pour certains événements coutumiers. Le principe de préservation de la nature, entre guillemets, excluant l'action de l'homme, domine les logiques de protection environnementale depuis la Convention de Rio de Janeiro en 1992. Ce principe se fait souvent à l'encontre des pratiques locales, qu'elles soient traditionnelles, comme la pêche, la chasse d'espèces protégées, ou récentes, avec le tourisme sur le piton de la Fournaise.
De même, les textes nationaux comme la loi littorale peinent à être appliqués dans des territoires où l'activité et le peuplement sont concentrés sur la côte. Ainsi, l'interdiction de construction sur le domaine maritime de l'État n'est quasiment jamais respectée, comme le montrent les hôtels « les pieds dans l'eau » entre guillemets à Bora Bora ou en Guadeloupe. Les enjeux de la gestion durable de ces territoires supposent de comprendre que leur originalité culturelle est aussi précieuse que leur biodiversité. Cela consiste aussi à passer des logiques de préservation à des logiques de conservation, en faisant des populations premières, entre guillemets, ou locales, les acteurs principaux de la protection de l'environnement. Cette évolution à l'échelle planétaire, face à des territoires menacés de disparition du fait du réchauffement climatique, est en train de modifier le rapport de force entre les préservationnistes, écologistes, ONG comme la WWF ou Greenpeace, et les conservationnistes, comme l'est plutôt l'État français. Dans les trois zones, le débat écologique planétaire, où la France dispose de territoires considérables, le Big Green, entre guillemets, d'Amazonie et de forêts tropicales, le Big Blue, le Pacifique, et le Big White, pour les terres polaires, de nouveaux acteurs apparaissent comme le fonds d'investissement Nia Terro, Notre Terre en espéranto, qui finance des projets de protection ou de développement en prenant en compte systématiquement les besoins ou les représentations des populations locales. Conclusion. Les Outre-mer français, un avenir incertain entre indépendance, autonomie et diversification. Ces territoires correspondent à une autre histoire et à une autre géographie que la France. Ils sont tellement originaux, tellement perméables aux évolutions du monde et tellement peu connus du public français qu'il est difficile de penser leur avenir, même proche. La démographie française en offre une saisissante illustration. En 2000, l'ONU a calculé l'évolution démographique de la France pour 2300. Sur la base d'une fécondité initiale avoisinant 1,9 enfants par femme en métropole et 2,3 dans les départements et territoires d'outre-mer, la natalité finit par inverser le rapport numérique des deux populations. La métropole ne compterait plus que 21 millions d'habitants en 2300, contre 234 millions pour l'outre-mer. L'évolution de ces territoires va vers une prise en compte de plus en plus importante de leurs spécificités au travers de la reconnaissance de leur identité et d'un enjeu de leur développement. Cette reconnaissance explique une autonomisation politique croissante de ces territoires, dans un cadre juridique sans cesse redéfini. À ce titre, le troisième référendum en Nouvelle-Calédonie, de décembre 2021, qui devait clore le processus d'autodétermination et qui a vu la victoire du camp loyaliste, avec 96% de refus d'indépendance, ne résout rien du fait du boycott quasi intégral des partis indépendantistes. Enfin, les Outre-mer contribuent fortement à donner à la France une dimension mondiale, multiculturelle et planétaire, qui en étonne plus d'un. Le livre place ensuite un tableau. La France d'Outre-mer en 2023. Source INSEE, ISPF, ISEE et Ministère de l'Outre-mer, cité par J.C. Gay. Les territoires indiqués sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, les terres australes et antarctiques françaises, des AAF, Clipperton, et la valeur totale. Pour y indiquer la superficie, dont le territoire qui occupe l'essentiel est la Guyane avec 83 534 km², la Nouvelle-Calédonie avec 18 575 km², et les autres territoires sont beaucoup plus mineurs, 3814 pour la Polynésie française, ou encore 1628 km² pour la Guadeloupe, le total étant de 119 524 km². Vient ensuite la population recensée ou estimée, avec 863 000 personnes pour la Réunion, 283 000 pour la Polynésie française, 326 000 pour la Nouvelle-Calédonie, 383 000 pour la Guadeloupe. Les îles les plus proches de l'équateur et la Guyane sont donc très densément peuplées, avec une population totale de 2 872 471 personnes. Le statut, comme rappelé tout à l'heure, est DROM pour les 5 premiers cités, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte. Comme pour les autres, sauf la Nouvelle-Calédonie avec une collectivité sui generis, les terres australes et antarctiques françaises, des AAF, en territoire doté d'une personnalité morale, et Clipperton en domaine public d'État. Le statut européen est appliqué pour les 6 premières, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, et les autres sont en PTOM, sauf Clipperton qui est en dehors de ce statut européen. Quelques repères. 2,9 millions d'habitants répartis sur près de 120 000 km² de terres émergées, hors Terra Delhi, et 10,9 millions de km² de zones économiques exclusives, ZEE. 5 DROM, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, et 7 COM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Polynésie, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les TAAF. Un espace de diversité culturelle et environnementale exceptionnel mais fragile et sous dépendance économique.
Pour les ressources numériques, retrouvez toutes les ressources numériques du chapitre sur www.lienmini.fr/213133-6-nume-6 9. Premier sujet type. Les enjeux du développement d'une île tropicale. Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne, échelle 1,25 millième, 4603 GT. Localisation et caractérisation. La carte est située dans la zone tropicale, près du tropique du Cancer, au 23e degré parallèle nord, dans le bassin Caraïbes, à 700 km du Venezuela et d'Haïti, dans l'archipel des Petites Antilles, l'arc antillais méridional, entre Antigua et la Dominique, à 190 km de la Martinique. L'île principale de l'archipel guadeloupéen, proche de Marie-Galante, des Saintes et de la Désirade, ou au contact de la Grande Terre à l'ouest et Basse-Terre à l'est. C'est dans le département et la région d'outre-mer, le Drôme, de Guadeloupe, dans la région ultra-périphérique, RUP de Guadeloupe. La carte est structurée par des logiques de discontinuité spatiale entre deux zones terrestres, Grande Terre et Basse Terre, et deux zones maritimes, Petit cul-de-sac ouvert sur les îles de l'archipel guadeloupéen, et le Grand cul-de-sac plus marginalisé. Mémo pensé à définir enjeux, développement, tropicalité, marge et discontinuité. Problématique, un territoire en marge qui doit repenser son développement pour mettre un terme aux difficultés socio-économiques. 1. Un territoire tropical insulaire fragile. Une marge géographique. La métropole est éloignée de 6800 km de Paris et de 8h30 d'avion. L'aéroport sert de cordon ombilical, mais le prix du transport, jusqu'à 1000 € est prohibitif. L'archipel éclaté donne des surcoûts de transport et une intégration régionale faible. Une demande d'intégration au CARICOM, CARICOM, le marché commun caribéen, a été déposée depuis 2012 et est en négociation. Une île fragmentée par des logiques de discontinuité spatiale entre Grande Terre, la plus développée, urbanisée et mise en tourisme, et Basse Terre, la plus agricole et la plus pauvre. La zone au vent, plus préservée, moins habitée, et la zone sous le vent, abritée, peuplée, urbanisée. Il y a la côte et l'arrière-pays. Le centre de Pointe-à-Pitre, la capitale économique, et ses périphéries. Enfin, un territoire fragile. Exposé à des cumuls d'aléas, la sismicité en zone rouge, le volcanisme avec la soufrière, aux tsunamis, aux cyclones, aux inondations et aux aléas sanitaires avec la dengue et le chikungunya, croisent avec une forte vulnérabilité des populations pauvres. 2. Une marge économique et sociale dépendante de la métropole. Une agriculture en mutation. Diversification de la production. Une partie des exploitations de canne à sucre est reconvertie en bananerie. Développement des cultures de contre-saison, comme le melon. Une dépendance à l'égard de la métropole et du marché européen, qui sont les principaux partenaires commerciaux. Héritage colonial qui reste fort, avec une économie de plantation. Une diversification économique incomplète. Une industrie naissante mais centrée sur Pointe-à-Pitre. Le tourisme est essentiellement balnéaire et métropolitain, avec la plage de la Caravelle à Sainte-Anne, aménagée par le Club Med. Une société métissée, fragmentée et en crise. La pauvreté est forte, 19% de chômage en 2022 contre 7% en métropole, avec de la violence, trafic de drogue et quartiers sensibles, le départ des jeunes actifs, d'où des crises récurrentes. 3. Construire un développement durable et autonome. Sur le plan économique, sortir de la dépendance métropolitaine en diversifiant l'économie. Développer le tourisme avec un transport aérien et croisière. Développer l'activité portuaire avec le transbordement. Et l'intégration régionale avec le CARICOM. Sur le plan social, sont apportées des subventions et une rénovation des quartiers sensibles. Pour un désenclavement pour les espaces éloignés, il faut repenser la question de l'héritage colonial. Sur le plan environnemental, si des dispositifs comme la loi littorale, les PN, la convention Ramsar, les réserves naturelles, protègent les milieux fragiles, comme les mangroves ou les grands fonds, face aux pollutions, la discontinuité du zonage s'avère une limite à leur efficacité, avec des parcs nationaux discontinus. Conclusion, un espace structuré par et pour la métropole, avec pour effet des inégalités sociales, spatiales et économiques endémiques. Ce sujet est accompagné de deux figures. La première, Pointe-à-Pitre et son agglomération, un archipel urbain fragmenté à l'image de la Guadeloupe. On y voit Pointe-à-Pitre avec un centre-ville dégradé, avec des programmes de rénovation en cours. Des grands ensembles avec des populations défavorisées en bordure, un espace urbain en îlot, fragmenté et ségrégué, et au sud la marina de Basse du Fort, zone résidentielle aisée avec du mouillage de yachts et l'arrivée de la route du Rhum. Face au centre-ville se trouve la mangrove et le détroit de la rivière Salée qui coupe la ville. Plusieurs moyens de transport assurent la connexion. L'aéroport, cordon ombilical avec la métropole, au nord,
des aménagements assurant la liaison entre les espaces, mais aussi des marqueurs de dépendance vis-à-vis de la métropole. Une route principale et un centre commercial, le Destreland, du groupe Ayo, axe structurant et cœur économique des deux terres. La zone industrielle est le port de Jarry, construit sur un polder. Troisième zone de fret française, avec des entrepôts frigorifiques et une dépendance vis-à-vis des importations métropolitaines. Et enfin, la gare maritime vers les îles au cœur de Pointe-à-Pitre. Sur la deuxième figure, Grande Terre, morne à l'eau et le moule, une économie de plantation entre passé colonial, crise et reconversion agricole, on peut voir l'intérieur de Basse Terre en Guadeloupe, avec la reconversion de production agricole, visible par des serres, la distillerie d'Amoiseau, leader guadeloupéen avec 50% du marché du rhum agricole, la plaine de Grippon, historiquement tournée vers la canne à sucre, aujourd'hui dans la zone IGP du melon de Guadeloupe, avec autour une ancienne usine sucrière, celle Blanchet, fin 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, signe de la crise de l'industrie sucrière. Jusqu'en 1848, l'arrivée des esclaves pour les plantations par le port de Petit Canal se trouvait à 13 km au nord de cette carte. D'anciens moulins à sucre, avec le broyage de la canne pour en extraire le sucre brut, apparaissent sur la carte. Ils connaissent une crise de production. La toponymie rappelle la culture du café, ancienne agriculture de plantation becquée, avant le développement de la canne à sucre. Les toponymes rappellent aussi le passé esclavagiste de l'île, avec des noms tels que Ravine Négresse. Le sujet est aussi accompagné de deux documents. Le premier, une filière de la canne à sucre en crise, source Memento 2020, Agreste, site agreste.agriculture.gouv.fr. On y voit un graphique et un tableau. Sur le graphique est montré de 2010 à 2019 la production récoltée en canne à sucre et la superficie récoltée. On remarque que la production a fortement baissé pour la production récoltée et la superficie récoltée jusqu'en 2013, de 2010 à 2013, et puis qu'elle est légèrement remontée pour se maintenir, mais avec une hausse de la superficie récoltée pour une baisse de la production récoltée. Pour le tableau, on trouve les chiffres pour 2018 et 2019, ainsi que l'évolution entre les deux années en tonnes de canne broyée, par les usines, les distilleries, le sucre produit en tonnes, la richesse en saccharine en pourcentage et la production de rhum, comptée en HAP, soit en hectolitres d'alcool pur. La quantité de tonnes de canne à sucre broyée a baissé de 9% entre 2018 et 2019. Par les usines, moins 8%, les distilleries, moins 14%, le sucre produit en tonnes a baissé de 4%, tandis que la richesse en saccharine a augmenté de 13% et que la production de rhum a baissé de 14%. Enjeu du document. La baisse de la production est continue depuis près de 20 ans. C'est le début de la crise qui date des années 1960. La hausse de 2017 est liée aux aides financières accordées à la filière avec la fin des quotas sucriers, libéralisation de la production sur le marché européen et mise en concurrence directe avec les produits hors Union. La diminution de la production a un impact sur les produits dérivés car la canne à sucre s'intègre dans la filière canne à sucre rhum. Elle modifie le paysage, modification du parcellaire, et remet en cause l'identité de la Guadeloupe. La canne à sucre renvoyant à une identité positive, son paysage, une culture peu polluante et le rhum, autant que négative avec le rappel de l'esclavage et du colonialisme. Ces aides complémentaires à la fin des quotas sucriers cachent une situation économique fragile de la filière, qui n'investit pas, par exemple, dans le secteur porteur des sucres spéciaux, à plus forte valeur ajoutée. Document 2, la crise de 2009, révélatrice d'une société guadeloupéenne sous tension. Pour ce deuxième document, nous avons un extrait de Michel Dess, Guadeloupe, Martinique, LKP, crise de 2009, crise économique, déclin économique, de crise en crise, la Guadeloupe et la Martinique, dans Études caribéennes, 17-12-2010, photo d'une grève générale, en 2009, sur francesoir.fr. Extrait en texte. Le contexte social touché par le chômage et le sous-emploi est difficile et connaît une aggravation depuis la crise pétrolière de 2007, qui a rappelé la contrainte insulaire. C'est dans ce contexte aggravé par la crise mondiale qui tend à marginaliser les îles de la Caraïbe que le collectif guadeloupéen Lianage contre Profitation
En regroupant une cinquantaine d'organisations syndicales, dépose une plateforme de 146 revendications concernant le niveau de vie, le logement, le transport, l'éducation, la formation professionnelle, l'accès à l'emploi, les droits syndicaux, les services publics, l'identité et la culture. Elle reflète les secteurs économiques en crise puisque 25 revendications concernent l'emploi, l'insertion des chômeurs et la formation, 17 portent sur la réduction des prix et des taxes, 19 visent des services publics, 14 s'adressent au secteur agricole et 1 au tourisme. Ces revendications prennent en compte les difficultés actuelles, illustration des secteurs économiques sinistrés. Malgré les nombreuses aides, le chômage demeure endémique et s'accroît, révélateur des crises qui affectent les différents secteurs économiques et leurs perspectives de développement. Enjeu du document. Depuis les années 2000, les économies insulaires de Guadeloupe et Martinique connaissent des difficultés. Inflation, chômage élevé, crise agricole, moins de subventions et reconversions difficiles, baisse de la fréquentation touristique, désaffectation des croisières, qui explique en partie la crise de 2009. Le mouvement de grève est conduit par le LKP, un collectif guadeloupéen regroupant une cinquantaine de syndicats, mené par Elie Domota. Les revendications sont essentiellement liées au coût de la vie, volonté de baisse des prix excessifs sur les produits achetés et revalorisation des bas salaires. Les 44 jours de grève débouchent sur l'accord Jacques Binot, du nom d'un syndicaliste tué accidentellement, de février 2009, qui octroie aux salariés une prime mensuelle de 200 €, financée par l'employeur, l'État et les collectivités locales. La crise de 2009 en Guadeloupe va se diffuser en Martinique et inspirer le mouvement des 500 frères en Guyane en 2017, dénonciation de l'insécurité et du manque d'infrastructures sanitaires et scolaires. Les questions types. 1. Quelles sont les différentes populations composant la société guadeloupéenne? On retrouve les Békés, les créoles descendants de colons européens, les descendants d'esclaves africains, les Indiens ou coolies, arrivés des comptoirs français, de Pondichéry notamment, après l'abolition de l'esclavage. Des métros, entre guillemets, des métropolitains de passage, souvent fonctionnaires. Le métissage amène à des dénominations spécifiques, telles que mulâtre, carteron, capre ou chabin. 2. Que produit le groupe Bernard Ayot? Le groupe tenu par le béquet martiniquais Ayot est un acteur majeur de la grande distribution, pour plus de 50% de son chiffre d'affaires. Du transit, distribution automobile, et des activités industrielles, romerie, construction de béton, restauration rapide. Symbole de l'inertie sociale héritée de la colonisation et accusé de s'enrichir dans une position de monopole économique, d'où le terme créole de profitation, GBH est pris pour cible lors de la crise de 2009 par le LKP, avec le blocage du carrefour d'Estreland de la baie Mahault. M-A-H-A-U-L-T. 3. Que sont les grands fonds? C'est une région de l'intérieur des terres, en grande terre, caractérisée par des successions de mornes et de ravines, où l'agriculture est essentiellement vivrière et peuplée de blancs mitignons entre guillemets, soit la population pauvre d'origine européenne. 4. Comment est fabriqué le rhum? Bénéficie-t-il d'une appellation? Le rhum est produit à partir de la fermentation du jus de la canne à sucre. Une fois cette dernière coupée et broyée, il est un débouché commercial depuis la Première Guerre mondiale, avec la reconversion du secteur à la suite de la crise sucrière, contrairement au rhum martiniquais, qui est protégé par une AOC. Le rhum guadeloupéen n'est reconnu que par IGP. La majorité des distilleries sont sur Basse-Terre, soit la zone pauvre et agricole, et sur Marie-Galante. 5. Quelles sont les aides accordées par l'Union européenne? La Guadeloupe est un drôme français considéré comme ultra-périphérique par l'UE. Elle bénéficie de fonds européens. Période 2021-2027. Fonds européen de développement régional, FEDER. Fonds européen social, le FSE. Fonds européen agricole pour le développement rural, FEADER. Fonds européen enfin pour la pêche, FEAMP. À tout concours, les cartes et sujets proches, sujets possibles. La mise en valeur d'un espace rural tropical, Cartigène, Fort-de-France, Montagne Pelée, dans le PNR de la Martinique, 4501 MT. Autre sujet possible, littoralisation et développement durable, avec la Cartigène, Le Marin, presqu'île des Trois-Îlets, PNR de la Martinique, 4503 MT. Autre sujet possible, la filière de la canne à sucre, un monopole économique? Cartigène, Saint-Benoît, Saint-André, Parc national de la Réunion, 4403 RT. Enfin, dernier sujet possible, Saint-Denis, urbanisation et insularité, avec la Cartigène, Saint-Denis, cirque de Mafate et de Salazie, Parc national de la Réunion, 4402 RT. Vient ensuite un focus sur le chlordécone, un poison sanitaire durable pour les Outre-mer.
Utilisé à partir des années 1970, le chlordécone est un pesticide massivement déployé dans les bananeraies. Épandu par avion afin de combattre le charançon, un insecte originaire d'Asie du Sud-Est. Dès 1977, les États-Unis interdisent le chlordécone, alors même que la France continue d'y avoir recours, officiellement jusqu'à son interdiction en 1993, du fait du puissant lobby de la banane. Depuis 2000, des études révèlent la toxicité de cet insecticide. Très stable, le chlordécone pourrait rester dans les sols plus de 700 ans. Aspergé en amont des terres agricoles, on en retrouve les traces dans les tubercules et les légumes racines, base de l'alimentation créole, dans les eaux souterraines et de surface, mais aussi jusque dans les élevages d'écrevisses ou les crabes du bord de mer. Diverses conséquences sur la santé lui seraient imputables: stérilité, retard cognitif, en particulier chez l'enfant, atteintes neurologiques et perturbations du système hormonal. Depuis 2021, les cancers de la prostate liés à l'exposition au chlordécone sont reconnus comme maladie professionnelle. La question du chlordécone s'est invitée dans la campagne présidentielle de 2022. Néanmoins, en 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé un non-lieu dans l'enquête sur l'empoisonnement des Antilles à ce produit, déclenchant un appel des parties civiles. Autre sujet type, un territoire de la fragilité, Piton de la Fournaise, Parc national de la Réunion, échelle 1,25 millième, 4406 RT. Localisation et caractérisation. La carte est située dans l'océan Indien, archipel des Mascareignes, 9400 km de Paris, donc 11 heures d'avion. Piton de la Fournaise, dans le Drôme et la RUP de la Réunion. La carte est structurée en 3 espaces. Le Piton de la Fournaise, volcan qui domine la carte, les côtes où se concentre la population, et les hauts, HAUTS entre guillemets, espaces protégés mais aussi peuplés et agricoles. Mémo, pensez à définir les termes fragilité et territoire. Problématique. Des aléas qui sont à la fois une fragilité pour le territoire, risque, inégalité sociale, mais aussi un atout, tourisme et agriculture. 1. Un territoire fragile, soumis à un cumul d'aléas. Un volcan actif, le Piton, volcan de type effusif, se réveille plusieurs fois par an. Les coulées indiquent ses éruptions. Des aléas tropicaux multiples, climatiques, cyclones, inondations, tectoniques, séismes, volcans, marins, submersion, tsunami, sanitaires, dengue, chikungunya, glissement de terrain. Des aléas qui se transforment en risques, enjeux démographiques sur les côtes, avec les hauts qui sont peuplés. Très forte vulnérabilité des populations sur ces territoires qui concentrent des populations modestes, et enclavés par rapport aux centres attractifs de Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. 2. Une fragilité renforcée par les activités anthropiques et qui crée des inégalités socio-spatiales. Une périurbanisation sur les flancs du volcan qui aggrave la vulnérabilité des populations. Les littoraux étant saturés, l'étalement urbain se développe vers les hauts. Mitage autour de Saint-Joseph, soumis aux aléas volcaniques et aux glissements de terrain. Un risque accepté entre guillemets par les populations? Maintien d'une économie de plantation avec la canne à sucre, exposition des agriculteurs en zone à risque, sur les coulées du volcan ou sur la côte au vent. Les populations les plus pauvres sont celles qui sont obligées de s'adapter à ces territoires, qui sont les seuls avec un foncier accessible. Enfin, on notera la présence d'un tourisme du risque, entre guillemets, avec un marketing territorial pour attirer les touristes. Le volcan est un symbole identitaire du territoire, induisant une attractivité pour le tourisme scientifique, sportif et photographique. 3. Gérer la fragilité et les risques en les transformant en un atout pour le territoire. Prévenir les risques pour protéger les populations, avec de nombreux dispositifs mis en place, PPRN, PPRI, Directive Inondation et Plan Orsec, ORSEC, qui exclut la population sur de vastes périmètres. On observe cependant une résistance locale car les populations n'ont pas le même rapport au risque que les institutions. Le PN, créé en 2007, maintient un périmètre de sécurité presque vide, qui concerne 42% de l'île, ce qui protège et attire les touristes. Le risque est un danger mais aussi un atout pour le territoire. De plus, le patrimoine environnemental, le Piton, les cirques et les remparts, la biodiversité endémique, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. Exploiter le site enfin comme ressource pour produire de l'énergie, développement énergétique de l'île qui passe par l'éolien et le photovoltaïque, projet pour l'implantation de la géothermie, en conflit avec la préservation du site. Conclusion, un territoire soumis à de multiples aléas, qui se transforment en risque au contact des populations et de leurs biens. La vulnérabilité de ces populations est accrue par leurs activités et leur niveau socio-économique faible. Le défi est de gérer cette fragilité et d'en faire un atout pour le développement du territoire.
Ce sujet est accompagné de deux figures. La première, l'enclos du Piton de la Fournaise, une zone cœur du parc national mise en tourisme. On y voit un paysage volcanique spectaculaire avec les remparts, le Piton, les cratères, les plaines. Des sentiers de randonnée qui approchent au plus près du cratère Dolomieu. Les éruptions structurent le paysage avec ses coulées de lave. La toponymie évoque le sacré pour se protéger de l'aléa. Enfin, des aménagements dérogatoires au principe de préservation d'une zone cœur de parc d'un PNN, gîte du volcan, parking, aire de pique-nique et GR, se trouve sur les lieux. La figure 2, le quartier de Piton-Sainte-Rose, une adaptation de la population aux aléas volcaniques et cycloniques, nous montre une exploitation des terres fertiles volcaniques malgré l'aléa, pour de la canne à sucre, une transformation des aléas physiques en ressources énergétiques avec la construction de sites éoliens, de conduites forcées et de photovoltaïques, les limites du PN, non loin, les couloirs de coulée de lave qui entourent la zone, l'absence de reconstruction après la coulée de lave destructrice de 1977, et plusieurs autres éléments qui rappellent l'aléa, avec la toponymie du risque, comme le nom d'un village, la Ravine Glissante, un volcan marqueur identitaire aussi avec les noms Piton, Sainte-Rose, Notre-Dame-des-Laves. Et à cet aléa, il faut ajouter l'orientation de cette côte au vent, qui risque cyclone et houle cyclonique. Ce sujet est accompagné de deux documents. Le premier, un tourisme à risque, les randonnées pendant les éruptions du Piton. Source, extrait d'un article de Libération. Lave Story à La Réunion écrit par L. Delcoître le 31-03-2017 et photographie du carton d'assemblage de la Cartigène. Citation. Un pique-nique familial au pied d'un cratère qui crache des lambeaux de lave. Une photo prise au point de rencontre entre la roche en fusion et l'océan bouillonnant. Ces scènes, réunionnais et touristes les ont vécues durant des décennies, au gré des éruptions du Piton de la Fournaise, jusqu'à l'été 2003. Le 27 août de cette année-là, un étudiant est tombé dans une faille. Il est mort carbonisé. L'enclos, cette immense cuvette où ont lieu la plupart des éruptions, venait d'être rouvert par la préfecture pour permettre aux curieux d'admirer la terre en feu. Depuis, les pouvoirs publics ont interdit l'accès au site dès la moindre éruption. Les Réunionnais ne décolèrent pas. On cite « On nous a confisqué la fournaise », gronde l'un. « Le volcan, c'est l'âme de notre île », s'enflamme un autre passionné. Face à la pression du public, la préfecture vient d'assouplir sa position et va modifier le plan Orsec-Volcan. Dorénavant, les touristes de plus de 16 ans pourront descendre dans l'enclos en cas d'éruption, à condition d'être accompagnés par un guide de montagne. Pour être accrédité, ce dernier devra avoir suivi une formation spécifique, qui vient de s'achever. Il aura également pour obligation d'être muni d'une radio VHF numérique et d'un traceur GPS, qui permettront d'enregistrer sa position et de le prévenir en cas d'alerte. Chaque visiteur se verra par ailleurs remettre un masque à gaz, des gants et des genouillères. Enjeu du document. Sécurité versus curiosité. Un conflit entre la préfecture, représentante de l'État français à La Réunion, et les Réunionnais, habitués à observer les éruptions. Il y a là une appréciation différente du risque volcanique, mais surtout, des usages différents du territoire. Pour les populations locales, le volcan fait partie de paysages communs. Il est constitutif d'une identité et d'une histoire commune. Il est normal de pouvoir y accéder. L'enclos appartient à la zone cœur de parc national de La Réunion, qui interdit normalement toute présence humaine, pour le préservationnisme. La possibilité de s'y rendre, même en cas d'éruption, souligne la réglementation sur mesure de ce parc, adaptée aux pratiques traditionnelles locales et aux exigences du développement touristique de l'île. Le document 2, un volcan qui engendre une ségrégation socio-spatiale. Source, carte interactive des déploiements de fibre optique, FTTH, à La Réunion, du 06 janvier 2022. Carte fibre.arcep.fr et carte du taux de pauvreté par commune en 2017 de l'INSEE, juste à côté. Nous avons donc deux cartes. Sur la première, on voit que la couverture FTTH est supérieure à 80% pour toute la partie nord-ouest de l'île, tandis qu'à l'est, elle descend parfois de 25 à 50%. Concernant le taux de pauvreté, il recoupe en grande partie la distribution de la fibre, avec des taux de pauvreté supérieurs à 50% pour certaines communes, à l'est, mais aussi au cœur de l'île. Enjeu du document. Avec un taux de chômage de 20% en 2023, contre 7% en métropole, La Réunion est l'un des départements les plus pauvres de France, derrière la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte, pour les DROM. Cette pauvreté est inégalement répartie. Les territoires les plus pauvres sont ceux de l'Est et surtout du Sud. C'est là que l'on retrouve le moins d'emplois, une plus faible urbanisation et une population vieillissante. Ils sont les plus touchés par les aléas volcaniques et les plus enclavés.
Le niveau d'enclavement est renforcé par l'inégalité d'accès à la fibre, FTTH, alors que La Réunion est très bien équipée en télécommunications. Le piton de la Fournaise, ainsi que les cirques de Silao et de Salazie, constituent un véritable obstacle à l'intégration des côtes sud-est et du cœur de l'île. Si le volcan permet le développement d'un tourisme vert, il a aussi un impact plus négatif sur le territoire en renforçant les ségrégations socio-spatiales de l'île. Les questions types. 1. Qu'est-ce qu'un piton à La Réunion? C'est un sommet pointu d'une montagne, souvent dénudée. En plus de la Fournaise, le Piton des Neiges est un sommet connu de La Réunion, mais n'est pas un volcan. 2. Quelles sont les populations présentes sur l'île? Véritable carrefour de peuples et de différentes cultures, La Réunion rassemble des descendants de colons, des Cafres, entre guillemets, C-A-F-R-E-S, issus de familles d'esclaves africains et de Madagascar, les Malbars, M-A-L-B-A-R-S, des travailleurs engagés originaires du sud de l'Inde. Parmi ceux-ci, les Arabes, Z-A-R-A-B, proviennent de la province du Gujarat, et les Karanes, K-A-R-A-N-E-S, de Madagascar. On trouve également les Chinois, entre guillemets, ou encore les Oreilles, Z-O-R-E-Y-S, soit les métropolitains, et enfin les blancs pauvres, entre guillemets, qualifiés péjorativement de Yab. La population est très métissée, mais aussi fragmentée. 3. Que sont les Mascareignes? C'est le nom donné à l'archipel qui regroupe La Réunion, Maurice et Rodrigue, ainsi que les îlots Agalega et Cargados. Cette dénomination provient du navigateur portugais Pedro do Mascarenhas, auquel son compatriote Diogo Rodrigue a voulu rendre hommage au XVIe siècle. L'archipel est bordé au nord par les Seychelles et Chagos et à l'ouest par Madagascar. 4. Que désignent les hauts et les bas? Ce sont des dominations qui n'ont pas forcément de lien avec l'altitude. Historiquement, les bas, entre guillemets, étaient les concessions faites par le roi via la Compagnie des Indes au XVIIe et au XVIIIe siècle, aux premiers colons pour mettre en valeur les terres de la nouvelle île Bourbon, appelée du nom de la famille royale, de 1649 jusqu'à 1793. L'île est alors dédiée à la culture du café et de certaines épices, girofle, noix muscade, puis à celle de la canne à sucre à partir des années 1810. Les hauts, plutôt délaissés, étaient peuplés par les noirs marrons et les blancs pauvres. 5. Qu'est-ce qu'un point chaud, entre guillemets, de la biodiversité? Les 34 points chauds ou hotspots désignent des territoires à la biodiversité en danger, car souvent uniques. Madagascar et les îles de l'océan Indien, Mascareignes, Comores, Seychelles en sont un bon exemple avec une des biodiversités les plus riches de la planète, en partie de par leur caractère insulaire, mais aussi une des plus en danger, avec des espèces invasives et la déforestation. La France en possède 5, dont 4 en Outre-mer. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujets possibles. Le volcanisme, un atout touristique? Point d'interrogation. Carthagène, Basse-Terre, la Soufrière, Saint-Jacques et Parc national de la Guadeloupe, 4605 GT. Autre sujet possible, la gestion des aléas en milieu insulaire. Carthagène, île Saint-Martin, île Saint-Barthélemy, 4606 GT. Autre sujet possible, un littoral tropical à la biodiversité fragile. Carthagène, Awala, Yalimapo, 4701 SB. Enfin, autre sujet possible, un littoral touristique soumis au risque. Carthagène, Saint-Paul, Le Port, Parc national de la Réunion, 4401 RT. Enfin vient un focus sur la géothermie, l'Arlésienne énergétique de la Réunion. Située sur un point chaud volcanique, la Réunion s'avère être un terrain propice à la géothermie, énergie qui utilise la chaleur de la Terre pour le chauffage de particuliers ou d'industries. Plusieurs études très favorables ont été menées à La Réunion et ont débouché sur 2 projets, l'un dans la plaine des Sables, à proximité du piton de la Fournaise, et l'autre sur les cirques de Salaise et de Sillaos. Cependant, ces forages n'ont pas abouti, en particulier celui du piton de la Fournaise. En effet, la plaine des Sables n'a pas été exploitée car le site, déjà dans la zone cœur de parc à partir de 2007, a été intégré sous la pression de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, à la zone classée en 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO. La priorité a été mise sur le tourisme, dont les retombées économiques sont plus importantes que celles de l'alimentation en énergie de l'île. Depuis, les projets réapparaissent régulièrement, insistant sur l'indépendance locale en énergie que pourrait procurer cette source de chaleur, mais qui est impossible à mettre en place car contrevenant aux obligations de l'UNESCO relatives à la préservation des sites. Enfin, dernier sujet type, la cohésion territoriale en question. Centre spatial guyanais.
Île du Salut, échelle 1/25 millième, 4710 sb. Localisation et caractérisation. La carte est située dans la zone équatoriale, en Amérique du Sud, sur le littoral atlantique, forêt amazonienne, plateau des Guyanes, fleuve Kourou, à 61 km de Cayenne et à 9 heures de Paris en avion. Dans le Drôme est le RUP de Guyane française. La carte est structurée en 3 espaces. L'avant-pays maritime tourné vers la métropole, la côte caractérisée par des mangroves et une plaine littorale de marais et de savanes, et enfin l'arrière-pays, composé de la terminaison septentrionale des montagnes Plomb, soit la chaîne septentrionale, recouverte de forêts équatoriales. Mémo, la cohésion territoriale est un principe républicain dont l'application vise à assurer l'équité territoriale par la réduction des inégalités liées à l'espace, tout en conservant la diversité des territoires. Problématique. Dans quelle mesure l'installation de l'activité aérospatiale, au lieu d'aider à la cohésion du territoire, génère-t-elle de la fragmentation ? 1. Une marge géographique dédiée à l'aérospatiale. Marge de l'Union européenne, région ultra-périphérique, et de la France, à 7000 km de la métropole, isolée des pays voisins. Une périphérie de la Guyane et de Kourou, densité de population très faible, moins d'1 habitant au kilomètre carré. Une seule route nationale pour accéder au site, la N1 qui relie Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni. L'aéroport international de Cayenne est à 65 km. Mais un espace adéquat pour l'aérospatiale. Facilitation de la mise en orbite avec l'effet de fronde. Absence d'aléas, pas de séisme ni de cyclone. Une bonne condition de sécurité avec le lancement au-dessus de l'Atlantique. Et la présence de relief pour les antennes radar. Des installations spécifiques, une zone industrialo-portuaire à l'embouchure du fleuve Kourou pour importer les composants. Ont été construits des bâtiments industriels servant à l'assemblage des lanceurs. Plusieurs zones de lancement, Ariane et Vega, pour le CNES. La Russie avait sa zone de lancement Soyouz jusqu'en 2022. 2. Formant une enclave de haute technologie en Guyane. Le CSG est une enclave. Surveillance par l'armée française, vide d'hommes, espace fermé, avec un accès très contrôlé et restreint. Détournement de la route principale, la RN1. Absence d'autres activités anthropiques. Ensuite, un bassin d'emploi unique en Guyane, essentiellement pour les métropolitains, 1600 salariés et 9000 emplois induits, soit 15% de la population active du Drôme. C'est un espace à part dans les dynamiques économiques et sociales. Un tourisme spécialisé, dans la visite des sites de lancement et dans la découverte de l'espace, avec le musée de l'espace à l'entrée du site. 3. Qui renforce la fragmentation du territoire et aggrave les inégalités. Isolat de richesse, qui bloque un développement local endémique. L'espace autour du CSG est neutralisé. 700 km² sont réservés au CSG, induisant un gel du développement local. Pas d'emploi pour la population locale, et plus particulièrement pour les Noirs-Marrons, les Saramacas, Boni et Njuka, et les Amérindiens, appelés Kalima. La forêt est attaquée par la déforestation en raison de l'impossibilité d'exploiter les savanes occupées par le CSG. Pauvreté endémique, tourisme vert peu développé. Espace protégé qui renforce l'exclusion des populations enfin. La réserve forestière de la montagne des singes, la forêt domaniale Akupa et la ZNIEFF. De nombreuses actions du CNES, en particulier avec l'ONF pour la protection de l'environnement, sont menées. Conclusion. Le CSG est un espace stratégique pour l'Europe et la France, mais il reste à l'écart des dynamiques sociales, économiques et spatiales de la Guyane. Ce sujet est accompagné de 2 figures. Le premier, le CSG, un centre stratégique mondial tournant le dos à la Guyane. On y voit l'océan Atlantique, qui limite les risques d'accident, l'ancienne N1, interdite au public sur ce tronçon et permettant l'accès aux installations, le centre de commandement du CSG, l'importation des lanceurs depuis l'Europe et la Russie avec la zone industrialo-portuaire, qui est une interface vers le monde, la proximité de l'équateur est rappelée, qui permet de gagner en vitesse lors des lancements avec l'effet de fronde, la forêt équatoriale, espace vide d'hommes et d'activités, permet la sécurité et exclut les populations locales. Sont visibles des bâtiments d'assemblage de lanceurs, des anciennes zones de lancement désaffectées à la suite de changements de modèle de lanceurs, et des zones de lancement également, Vega et Ariane. La figure 2, une agriculture pauvre de plus en plus éloignée du centre, avec déforestation et marginalisation, nous montre une zone agricole au-delà du fleuve Kourou. De l'autre côté du fleuve, en partant de la base spatiale, on trouve une forêt défrichée avec une multiplication des abatis brûlis, mise en culture vivrière, de tubercules, de bananes, d'ananas, de produits de subsistance, pour faire face aux produits commercialisés trop chers. La population est obligée de quitter les savanes, espace pourtant favorable à l'agriculture, avec l'arrivée du CSG. Une scierie permet l'exploitation de la forêt équatoriale, pour des bois précieux,
Une piste permet d'accéder à la forêt et de l'exploiter. Et enfin, un tourisme vert se développe avec une route d'accès au Carbet, des abris dans lesquels les métropolitains et les salariés du CSG passent le week-end. C'est la recréation d'un entre-soi, avec des carbets d'entreprise. Ce sujet est aussi accompagné de 2 documents. Le premier, Guyane, le centre spatial de Kourou pris en otage. Source Les Échos, 4 avril 2017, avec une photo de valeurs actuelles du 5 avril 2017. Extrait. À Kourou, la fusée décolle, mais pas nous. La base est devenue l'emblème de cette fracture, dénoncée par le collectif d'associations. Ouvrez les guillemets, Kourou, fleuron de la technologie européenne, est une réussite politique, technologique et financière. Fermez les guillemets, résume Yuri Antoinette, ingénieur du Centre national d'études spatiales, le CNES, et porte-parole du collectif à Kourou. Mais dès qu'on sort du centre spatial, on est dans un pays sous-développé. Fermez les guillemets. Soumise à une forte pression démographique, la commune de Kourou, 26 000 habitants, offre l'éclairage public dans les quartiers des ingénieurs, mais pas ailleurs. Son maire, François Ringet, indique avoir trouvé une ville avec un déficit de 24 millions d'euros. La dotation de l'État lui permet à peine de financer les associations locales, pourtant nécessaires quand près d'un jeune sur 2 quitte l'école après le collège. Il faut un véritable plan Marshall, entre guillemets, plaide-t-il, en s'étonnant du silence de l'Élysée. Enjeu du document. Le centre spatial est un espace à part des dynamiques territoriales en Guyane. C'est un isolat de richesse concentrant les investissements venus de l'Union européenne et de métropoles, pendant que le reste de la Guyane souffre d'un manque de développement. 53% des Guyanais vivent sous le seuil de pauvreté. Kourou concentre des ingénieurs au pouvoir d'achat très important, qui vivent dans des quartiers qui leur sont réservés, entre guillemets, avec un prix du foncier et des produits de consommation inaccessibles aux Guyanais. Le CSG, pourtant protégé par l'armée et symbole de cette fragmentation territoriale, est pris en otage entre guillemets lors des manifestations liées au mouvement des 500 frères, mars-avril 2017. Ce dernier réclame plus d'équité territoriale pour que la Guyane décolle entre guillemets, pour la Guyane décollée en créole. Sur la photo figurent 2 militaires, derrière une banderole d'interdiction de passage et une fusée en arrière-plan. Document 2, extrait de documents touristiques. Source, site internet du Petit Futé, consulté en 2022. Informations et horaires sur l'hébergement, route du Dégras Saramacca. Hébergement en hamac, à 10 € par nuit et par personne. Également une chambre double à 30 €, une chambre pour 3 à 50 € et une familiale avec 2 lits doubles à 60 €. Cuisine équipée commune. Dortoir pour 10 personnes, à 20 € le lit. Petit déjeuner avec les fruits du jardin à 5 €. Pique-nique possible auprès de la crique Papinabo, avant balade à la montagne des singes. La vie du Petit Futé sur hébergement. À une quinzaine de kilomètres de Kourou, elle vous accueille dans sa charmante auberge au décor typique guyanais, au cœur d'un verger très fourni. Les chambres ventilées sont confortables, tout en ayant une décoration modeste. Balade nature et crique aux alentours. Cette présentation est suivie d'un commentaire avec une note globale de 1 sur 5. Très décevant. Chambre et salle de bain sales. Le ménage n'avait pas dû y être fait depuis longtemps. Très peu insonorisé. J'ai eu l'impression d'être dans la même pièce que les hamacs et autres chambres. Juste à côté des toilettes, j'ai pu entendre et sentir les personnes qui y allaient. Point positif, la patronne est très sympa, mais ça ne relève pas ma note générale. Enjeu du document. Il s'agit d'un document touristique permettant de comprendre le décalage entre le CSG et l'habitat en zone forestière, route du dégrade Saramacca. On y voit des populations locales pratiquant l'agriculture vivrière et ayant des conditions matérielles très sommaires, avec les hamacs. Elles tentent de profiter de l'attractivité du CSG et de Kourou pour développer un tourisme vert. La faiblesse des prix, 10 à 20 € la nuit, face au pouvoir d'achat des ingénieurs et des métropolitains, montre l'écart majeur de développement. L'opposition entre le commentaire du guide et le commentaire du seul touriste qui s'est exprimé est radicale. Elle montre aussi l'écart de représentation sociale et culturelle entre la France métropolitaine et cette outre-mer. D'un côté, un niveau d'exigence métropolitain en termes de confort et de salubrité. De l'autre, des formes d'hébergement traditionnelles modestes, à pourtant quelques kilomètres du pôle aérospatial. Ces oppositions illustrent l'absence de cohésion territoriale au sein de la Guyane et entre la Guyane et la France. Elles interrogent la notion d'équité territoriale. Les questions types. Quand le CSG a-t-il été inauguré? Pourquoi le choix du site de Kourou? Le CSG a été pensé au sortir de la guerre d'Algérie, avec les activités aérospatiales qui y étaient implantées dans le Sahara algérien et qui ont dû déménager. Le site de Kourou a été inauguré en 1968. Le choix de Kourou s'explique par la recherche d'une zone côtière accessible, avec un fleuve, le plus vide possible. 2. Que sont les îles du Salut, dont l'île du Diable?
Isolées au large de Kourou, elles accueillent le bagne car réputées inaccessibles du fait des courants. Henri Charrière, dans son roman autobiographique Papillon, raconte être le seul bagnard à s'en être échappé. Alfred Dreyfus y avait été emprisonné de 1895 à 1899. Aujourd'hui, ces îles sont la propriété du CSG. Les gendarmes et les gérants de l'hôtel sont évacués lors du lancement de fusées. 3. Quels enjeux environnementaux sur la carte? Le CSG concentre la quasi-totalité des écosystèmes de Guyane, savane, forêt équatoriale, mangroves, marais d'eau douce. Dans l'espace laissé vide pour la sécurité des installations aérospatiales, plusieurs zones du CSG ont été classées ZNIEFF, zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique. 48 espèces de mammifères et 464 espèces d'oiseaux sont protégées dans le CSG. On trouve par exemple des ébènes, des clusias, des lianes de vanille, des drosera, soit des plantes carnivores. 4. Qu'est-ce que le CIRAD de Paracou? CIRAD. C'est un centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. À Paracou, les chercheurs étudient la réaction des écosystèmes face à l'exploitation de la forêt et face au changement climatique. 5. Que signifient les termes saut et dégrade? Un saut est une forme de rapide sur les cours d'eau. Un dégrade est un lieu de chargement et de déchargement des bateaux, mais aussi un lieu de mise à l'eau. 6. Qu'est-ce qu'une mangrove? C'est un marais maritime composé de végétaux halophiles, notamment le palétuvier, situé sur l'estran, dans les zones tropicales. La mangrove est très riche en biodiversité et permet de stabiliser le trait de côte en limitant l'érosion. 7. Qu'est-ce qu'une savane? C'est une formation végétale présente dans les régions tropicales et dominée par les hautes herbes. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujet possible: un territoire français, point d'interrogation, Cartigène, Saint-Laurent-du-Maroni, 4702 SB. Autre sujet possible: une ville française, à 7000 km de Paris, Cartigène, Cayenne, 4713 SB. Autre sujet possible: ruralité et inégalité, Cartigène, Mana, 4703 SB. Enfin, dernier sujet possible, la cohésion territoriale en question, Cartigène, Mamoudzou, Mtsamboro, Petite Terre, 4410 MT. Vient ensuite un focus sur l'impossible intégration de Saramacca face au cadre supérieur du Centre spatial guyanais. Le peuple Saramacca, ou Saramacca, avec un C ou avec un K, est composé de descendants d'esclaves fugitifs appelés Noirs-Marrons, qui travaillent dans les plantations. Après diverses révoltes depuis 1690, ils se sont réfugiés dans la forêt, devenant ainsi des Bushinengue, des hommes de la forêt. Leur intégration au reste de la société reste problématique car ils parlent leur propre langue, le Saramacca, aux influences portugaises et anglaises, d'après l'association Suri-France. 14% des foyers seulement auraient un locuteur francophone. Ils ont une culture propre fondée sur la vie en forêt, cueillette, artisanat du bois. À Kourou, un village Saramacca coexiste avec la ville nouvelle bâtie pour accueillir les cadres travaillant au CSG. Ce village a été créé en même temps que la ville pour rassembler les Saramacca qui ont été employés pour défricher et entretenir le site, du fait de leur connaissance approfondie sur la forêt. Cette coexistence entre Saramacca et cadres internationaux n'est pas synonyme d'intégration. Les Saramacca restent aujourd'hui des individus à la marge de la société, peinant à adopter les normes imposées par l'État français, marché de l'emploi et école obligatoire. Il est, d'autre part, très difficile de disposer des données statistiques, l'administration française refusant, au nom des préceptes politiques, d'instituer des statistiques ethniques.